Bonjour à tous ou bonsoir à tous, peu importe l'heure puisqu'il est presque 18 heures. Bonjour à ceux qui sont avec nous sur ce salon, à ceux qui nous suivent aussi sur Amif Live. Bienvenue donc sur ce forum exposant l'urgence climatique et l'affaire de tous. Comment décarboner les mobilités du quotidien et lutter contre l'autosolisme en Île-de-France, c'est le thème de cette table ronde. Un chiffre, 30 millions de tonnes de CO2, c'est ce qu'émettent les déplacements sur autoroute chaque année. Cela représente plus de 20% des émissions carbone des transports en France et 6% des émissions totales, tous secteurs confondus. Les trois quarts des Français prennent encore la voiture pour leur trajet quotidien, pour se rendre au travail. Ils n'ont pas adopté le réflexe du covoiturage. Alors comment diminuer l'empreinte carbone alors que la voiture, on le sait, reste le moyen préféré, privilégié des franciliens? Et si la solution venait des autoroutes bas carbone? Justement, on en parle avec nos deux invités. Christophe Hugues, bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de Vinci Autoroutes, en charge de la maîtrise d'ouvrage. Stéphanie Valence, bonjour. Vous êtes directrice régionale adjointe de la région Île-de-France, réseau Cofiroute de Vinci Autoroutes. Alors, bonjour. Tout d'abord, on va se livrer à un petit constat, puisque malgré les objectifs de réduction, les émissions de CO2 continuent d'augmenter. Ce qu'on peut dire, Christophe Hugues, c'est que la voiture a toujours sa part de responsabilité. Oui, je vais rebondir un petit peu sur les premiers chiffres que vous donniez. La part de la voiture reste prépondérante aujourd'hui, à la fois dans le transport de personnes et dans le transport de marchandises. On a plus de 85% des flux, des déplacements, qui sont aujourd'hui gérés par les modes routiers. 75% des actifs, chaque jour, prennent leur voiture pour rejoindre leur lieu de travail. Et quand on regarde un petit peu les statistiques depuis quelques années, et quand on regarde les projections aussi, on sait que ces parts modales, elles vont assez peu évoluer. Donc la route tient une part importante et elle va tenir encore une part très importante dans les décennies à venir dans le transport de personnes et de marchandises. Ça, c'est le premier constat. Le second, vous l'évoquiez également, c'est la part carbone. On a à peu près 400 millions de tonnes d'émissions carbone en France, 30% pour le secteur des transports. Et la part routière au sein du secteur des transports, c'est 94%. Donc on a besoin de cette route, mais c'est une route qui est encore extrêmement émettrice dans son usage en termes de carbone, et donc elle doit se transformer. Et notre troisième sujet, on va en parler tout à l'heure, c'est le déficit de services en grande couronne des grandes métropoles. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors justement, on continue à prendre la voiture, Stéphanie Valence, parce que souvent, il n'y a pas d'autre choix. Et tant pis si on perd un temps fou dans les embouteillages. Oui, vous avez raison, on perd un temps fou. Je lisais qu'on perd juste le temps perdu, pas le temps de trajet, 163 heures par an en moyenne pour un francilien dans les embouteillages. 163 heures par an, pour quelqu'un qui est aux 35 heures, c'est un mois entier de travail perdu chaque année, juste en temps supplémentaire en raison des embouteillages. Donc notre volonté chez Vinci, c'est de participer en proposant des projets novateurs qui permettent justement d'apporter des solutions à ces problèmes. Oui, pour éviter finalement qu'on perde un temps fou dans les embouteillages, puisqu'on l'a remarqué, il y a aussi ces trajets domicile-travail qui s'allongent. Christophe Hugues ? Oui, alors c'est un sujet effectivement qui évolue avec le temps et pas dans le bon sens, et c'est dû à deux facteurs. Le premier, c'est l'étalement urbain. On a de plus en plus de déconnexion en fait entre le domicile et le lieu de travail, des distances qui s'allongent chaque jour et des flux de plus en plus importants et donc des embouteillages et du temps passé. Et toujours cet autopartage qui a du mal à rentrer dans les mœurs. On a encore énormément d'autosolisme. Ça veut dire qu'on parlait tout à l'heure des 75% de Français qui utilisent leur véhicule chaque jour pour aller travailler et aujourd'hui sont majoritairement seuls dans leur voiture. Stéphanie, sur ce point On a effectivement beaucoup d'autosolisme et on a des solutions. Enfin, on est justement. On va en parler de ces solutions. Je suis là et je suis heureuse d'être là pour en parler parce qu'on a une très belle solution qu'on a implantée à Longvilliers qui répond à tous ces problèmes et qui place une ville comme Longvilliers qui est à 50 km de Paris finalement sur un temps de trajet similaire à des villes qui sont en limite de la petite couronne et qui du coup répondent à tous ces problèmes à la fois de décarbonation et de temps passé dans les trajets.
On va rentrer dans le vif du sujet avec, je sens que vous avez envie d'en parler, de cette autoroute décarbonée qui prend plusieurs formes. Donc il y a le projet de Longvilliers que vous évoquiez. On va en parler, mais j'aimerais tout d'abord qu'on parle aussi de ce programme autoroute bas carbone et l'autoroute décarbonée. Qu'est-ce que c'est, hein, de façon plus générale? Parce que ça prend plusieurs aspects, hein. Il y a Longvilliers, mais il y a aussi tout le côté inciter les Français à rouler en voiture électrique. L'autoroute bas carbone, c'est la transformation du modèle autoroutier existant pour répondre aux grands enjeux de la lutte contre le changement climatique et de façon plus générale aux grands enjeux du développement durable. Donc c'est un projet de transformation sur l'exploitation, sur l'infrastructure et la façon dont les usagers utilisent cette infrastructure pour décarboner, travailler avec l'économie circulaire et avoir une meilleure intégration de l'autoroute dans son environnement. Et c'est plein de projets. C'est plein de projets. Et il y a aussi un projet qui vise à installer plus de bornes électriques, justement, sur les aires d'autoroute pour inciter les Français à miser sur la voiture électrique, parce que ce n'est pas encore le cas. Alors, pour lutter contre le changement climatique, on a deux grands axes de travail. Le premier, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la lutte contre l'autosolisme. Donc ça va être de privilégier toutes les solutions qui permettent de mettre plus de personnes dans moins de véhicules. Quand vous transformez 40 voitures en un bus, vous faites énormément d'économies carbone. On va en reparler tout à l'heure avec l'exemple de Longvilliers. La deuxième façon de faire, c'est d'avoir des véhicules qui sont moins émetteurs. Pour les véhicules légers, la solution aujourd'hui qui est en train de se développer à très grande vitesse, c'est la mobilité électrique. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de transformer l'autoroute pour qu'elle soit attractive pour ces utilisateurs de véhicules électriques, qu'elle soit simple d'usage et qu'elle réponde à leurs besoins en développant les stations de recharge qui leur permettent d'assurer un trajet facile. Parce que c'est ça le principal frein au développement de la voiture électrique, c'est le fait qu'il n'y ait pas assez de bornes. Alors, on est en train de développer un réseau maillé de bornes de stations de recharge à très grande vitesse. Aujourd'hui, sur nos 187 aires de service, donc les 187 stations essence historiques, on en aura cet été 55% qui seront équipés en bornes de recharge électrique et en 2023, 100% seront équipés. Et ce n'est pas n'importe quelle borne, ce n'est pas les mêmes que celles qu'on met dans le secteur urbain. C'est des bornes de haute puissance qui permettent de se recharger très vite, en 20 minutes par exemple. 20 minutes, le temps de prendre un café et un croissant peut-être. C'est ça. Voilà. Mais 20 minutes, ça peut paraître long par rapport à la durée d'un plein de voiture. Alors un plein de voiture, c'est 3 minutes, mais en fait quand on regarde le comportement de nos clients, en général ils passent 20-30 minutes sur l'aire, parce que justement ils vont prendre un café, se détendre, faire une pause. Donc en fait, ça correspond à peu près au temps moyen passé sur l'air. Donc ce temps était savamment choisi finalement. Oui, je pense qu'il y a quelques limites technologiques aussi qui nous ont poussé là, mais vous dites on peut ça 20 matche minutes, très bien. C'est le maximum. Oui, c'est ça. Alors, vous le disiez, hein, l'autre solution, c'est d'inciter les Français à abandonner, les Franciliens à abandonner leur voiture hein, pour d'autres mobilités. Et c'est l'exemple justement de la gare de Longvilliers où là, ça peut paraître incroyable, mais on prend le bus sur l'autoroute. Alors, à Longvilliers, on prend le bus juste à côté de l'autoroute et à Brissou-Forges, on prend le bus directement sur l'autoroute. Donc, Longvilliers dont je vais vous parler, c'est un pôle d'échange multimodal qu'on a ouvert en décembre 2020. Et c'est vraiment un moyen d'inciter nos clients à utiliser des transports en commun sur l'autoroute. Comment on les incite? En fait, en rendant l'expérience agréable, non seulement on la facilite, mais elle devient même agréable à travers une offre de service qui est vraiment énorme pour le client. Le client, il vient se garer gratuitement sur notre parking. Il peut même, avant de venir, vérifier sur notre application s'il reste sur quel parking il va trouver de la place. Donc il a l'assurance de ne pas perdre de temps pour se garer. Il arrive dans une gare qui est très confortable avec une bibliothèque solidaire où il peut trouver des livres. Il a des fauteuils pour s'installer, un Wi-Fi gratuit, un espace de coworking, distributeur de boissons. Enfin, tous les services lui sont offerts gratuitement. Le client qui choisit d'arriver en vélo peut garer son vélo dans un local totalement sécurisé. Celui qui arrive en moto, qui a des vêtements de pluie,
peut accéder à un casier personnel qui est sécurisé, qui est gratuit lui aussi. Donc voilà, les clients, ils se retrouvent dans un environnement qui est vraiment très agréable et c'est ce choix, et on a répondu aux demandes du territoire quand Vinci a monté ce projet. Justement, comment il s'est monté ce projet? Comment ça s'est passé? Racontez-nous. C'est vraiment un projet qui se monte en relation avec le territoire. Et donc, on parle avec les habitants, on parle avec les élus locaux, on parle avec les maires, on parle avec le conseil départemental, on a parlé avec le parc naturel de la Haute-Chevreuse. Enfin, tous les acteurs locaux sont consultés de façon à répondre aux besoins des habitants pour être sûr que le modèle va leur plaire et va favoriser l'utilisation de ce pôle multimodal et donc l'utilisation des transports en commun, puisque tout le but, c'est d'encourager le client à prendre le bus qui va aller sur l'autoroute. Et l'intérêt qu'il y trouve, non seulement, voilà, je vous ai parlé de tous ces services gratuits qu'on voit défiler là en photo, mais surtout, il a un bus toutes les 5 minutes aux heures de pointe, un temps de trajet qui est garanti parce que sur les derniers kilomètres, on a une voie réservée sur autoroute. Donc, quelle que soit l'heure de la journée, il va mettre entre 28 et 30 minutes pour faire son trajet. Et arrivé sur la gare RER, même pas besoin de chercher une place de stationnement. Il file directement sur le quai et il prend le RER et 1 heure après, il est dans le centre de Paris. Alors, où est-ce qu'il prend le RER aux portes de Paris? À la gare de Massy ou à la gare d'Orsay. Donc, on a 2 lignes. Et on a aussi des lignes de bus locales qui permettent d'amener sur les villes environnantes, Dourdan, Rambouillet, Rochefort. Donc, on a aujourd'hui 5 lignes de bus et on pourra l'étendre à 8 lignes de bus plus tard. Ça fait partie des objectifs pour les années à venir? Exactement. Quelque chose à rajouter sur ce projet de Longvilliers? Oui, peut-être un petit peu reparler de l'histoire de l'Axe 10. En fait, ça fait maintenant plus d'une vingtaine d'années que ce système est en train de se développer doucement. On a d'abord eu des transports en commun, puis Brive-sous-Forges, puis Longvilliers qui se sont développés. Et finalement, on a un modèle maintenant qui permet d'offrir un réel service pour les mobilités du quotidien, pour les usagers de la grande banlieue qui souhaitent rejoindre l'hypercentre parisien. Oui, parce qu'il faut rappeler quand même que les premiers bus sur autoroute, ça date des années 90? C'est ça. Oui, les années 90 pour la première ligne de bus. Et grâce, je parlais des relations avec les élus locaux, grâce au maire de Janvry qui nous écoute peut-être, et à sa pugnacité, il est arrivé en 2006 à faire créer un arrêt de bus sur autoroute. Donc même aujourd'hui, ça semble encore incroyable d'avoir un arrêt de bus sur autoroute, et c'est ce qui existe à Brive-sous-Forges, avec un parking à côté de plus de 350 places, qui est victime de son succès d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on trouve des personnes garées de façon sauvage, parce qu'il y a énormément de monde qui emprunte cette ligne de bus. Et depuis 2016, comme je vous le disais, il existe une voie réservée sur l'autoroute de façon à garantir le temps de trajet. Alors ça, c'est important parce qu'on touche là à la fiabilité du parcours. Aujourd'hui, prendre sa voiture, hein, d'ailleurs on a hésité, on s'en parlait toutes les deux en préparant cette table ronde, on vient en voiture, voilà, ou alors on prend les transports. Finalement, chacune de notre côté, on a opté pour les transports. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est très important. Il n'y a plus de fiabilité du temps de parcours. On ne sait pas si on va mettre 45 minutes ou 2 heures. Exactement. Et la fiabilité du temps de parcours, ça c'est une demande forte de la part des Franciliens. C'est ce qu'on voyait. On a un client qui a témoigné, un client de la gare de Longvilliers, qui nous disait « J'étais vraiment très attachée à ma voiture, je prenais tous les jours ma voiture. Et une fois, puis 2 fois, je me suis fait doubler par le bus, justement, avec cette voie réservée. » Et donc, il a compris qu'il pouvait gagner jusqu'à 3/4 d'heure, 1 heure sur son transport quotidien en prenant le bus. Et effectivement, il a cette garantie entre 28 et 30 minutes, il est à la gare RER. Alors après, il faut que les transports collectifs, puisque vous amenez, les bus amènent au RER, il faut que les transports collectifs fonctionnent. Oui, alors normalement, on a un réseau quand on est sur l'hypercentre urbain qui est très efficace. D'ailleurs, c'est bien le sujet finalement, c'est que ce réseau, il est très dense, très efficace sur l'hypercentre urbain, mais que la Grande Couronne est mal desservie. Et en Grande Couronne, on a un réseau routier qui est très adaptable et qui permet finalement, avec quelques transformations comme celles qu'on vient d'évoquer, de répondre aux besoins des usagers. Justement, qu'est-ce que ça a nécessité quand même comme transformation? Parce qu'on le voit quand même, le projet, enfin même cette gare, elle est ambitieuse. Il y a un tas de services, on peut travailler, il y a des espaces de coworking, on peut se reposer, il y a une bibliothèque aussi, je crois. Oui, il y a une bibliothèque. J'ai même oublié de vous dire que... Oui.
on peut faire ses courses sur Internet et récupérer un panier de produits locaux, puisqu'on a des producteurs locaux. On est en partenariat avec un collectif de producteurs locaux qui mettent à disposition dans une armoire réfrigérée les produits qu'ils ont cultivés dans leur champ, leur miel, leur farine, et que le client peut acheter sur Internet et récupérer le soir avant d'aller à sa voiture. Donc ça a demandé 18 mois, enfin là Christophe pourra en parler peut-être mieux que moi, mais 18 mois de travaux et plus de temps finalement pour les autorisations administratives. Et oui, parce que c'est toute la question. Voilà, un maire qui serait intéressé par un tel projet, bon, il faut savoir, ça se monte en combien de temps un projet de ce type? Bon, on a les procédures classiques préalables à la réalisation de projets d'infrastructure comme celui-là, qui peuvent prendre 1 an à 3 ans, on va dire, suivant les cas. Et ensuite, en termes de construction, là, on est sur un projet un petit peu plus complexe que la moyenne, c'est 18 mois. Donc entre 12 et 24 mois pour un pôle d'échange de ce type. Et qui finance? Ah, Est-ce que c'est Vinci qui finance? Est-ce que c'est les collectivités aussi qui participent au financement? Ce projet, il est financé 100% par Vinci Autoroute. Quel est l'intérêt pour vous? L'intérêt pour nous, c'est que déjà, on a un engagement très fort en tant qu'acteur privé porteur d'une mission d'utilité publique pour réaliser des aménagements durables comme celui-là. Ensuite, nous, concessionnaires, notre mission, finalement, c'est d'investir, c'est d'aménager le pays. Ce type d'aménagement, cette transformation, c'est ce qui va permettre de faire basculer le réseau routier dans le futur et de répondre à tous les enjeux de lutte contre le changement climatique et de développement durable de façon plus générale. On parlait tout à l'heure d'inciter les automobilistes à opter pour la voiture électrique. Est-ce qu'il y a des bornes de recharge sur le parking où ils peuvent laisser leur voiture? Oui, tout à fait. On a la capacité de charger 8 véhicules, donc 4 bornes de recharge, 8 véhicules, et qui sont là aussi entièrement gratuites. Donc c'est assez exceptionnel, mais la personne peut laisser sa voiture le matin, la récupérer le soir chargée. Est-ce que ce parking multimodal peut aussi inciter au covoiturage? Alors, il incite à l'usage des mobilités douces, au covoiturage, à l'usage du transport en commun. Il est multimodal. Tout l'enjeu, finalement, c'est d'arriver à développer la connexion entre les différents modes pour avoir un usage optimal de toutes les infrastructures et avoir la meilleure équation carbone à la fin. Utiliser cette infrastructure pour se rendre à son lieu de travail le matin, c'est divisé par 2, c'est moins 45% exactement d'émissions carbone. Oui, c'est réduire ses émissions carbone, c'est réduire ses dépenses financières et c'est réduire le temps passé dans les trajets. Oui, puisque ça coûte combien d'emprunter ce bus qui est sur autoroute? Ça se prend avec le pass Navigo. Donc c'est tout simplement un ticket de bus à prendre ou avoir son pass Navigo pour pouvoir le prendre. Donc ça, c'est un exemple. Il y en a un autre, c'est la gare de Brie-sous-Forges, donc qui, elle, date des années 2006, hein, si je ne me trompe pas. Un projet qui était inédit quand même à l'époque. Oui, un projet vraiment inédit, comme je le disais tout à l'heure, qui a été très fortement poussé par un élu local en particulier, le maire de Janvry, et qui était souhaité par la population, puisque le but, c'était de rapprocher ces villes de Paris et de tisser un lien entre ces territoires et Paris, et il n'y avait pas d'échangeurs d'autoroute. Et ça, c'est important, parce qu'en fait, qui va se rendre à la gare de Brie-sous-Forges ou à celle de Longvilliers? Finalement, ce sont les habitants des villes alentours, mais aussi des petits villages alentours. C'est ce qu'on oublie, c'est qu'en Île-de-France, il y a aussi pas mal de petits villages et qui sont mal desservis. Donc là, on n'a pas d'autre choix que de prendre sa voiture. Mais là, on prend sa voiture et on est sûr de trouver une place gratuite sur un parking et de pouvoir prendre un bus qui nous emmènera... Qui nous emmènera dans un temps bien fixe, finalement. Voilà. Bien précis, bien fixe, effectivement, à la gare RER. À la gare RER, c'est vraiment tout l'avantage. Et cette gare est victime de son succès aujourd'hui, puisqu'il y a des milliers d'utilisateurs qui utilisent la gare de Brie-sous-Forges. Alors, c'est quoi la différence entre le projet de Brie-sous-Forges et celui de Longvilliers, ou leur similitude d'ailleurs, hein? Oui, vraiment, la différence majeure, c'est qu'à Longvilliers, on a un échangeur et on s'est implanté juste à côté de l'échangeur et le bus ensuite rentre sur l'autoroute, alors que Brie-sous-Forges, il n'y avait pas d'échangeur. Et donc, l'usager vient prendre le bus qui s'arrête. On a vraiment un arrêt de bus, littéralement, sur l'autoroute.
Christophe Hugues? Les Non, similitudes peut-être entre les deux projets? C'est les éléments d'une même chaîne. On a un point d'entrée effectivement au niveau de Longvilliers, où les usagers se regroupent pour ensuite emprunter le transport en commun. Et à Brie-sous-Forges, c'est un arrêt express. Il n'y a pas besoin de sortir, il n'y a pas besoin de sortir par un échangeur. On s'arrête sur l'autoroute, donc c'est le plus rapide, le plus efficace. Et là, ça nous amène à une gare RER Et on également. finit à la gare RER de Massy, c'est la même ligne. Donc voilà, 27 km avec un temps fiabilisé. Alors, quels investissements avant de parler des investissements quand même, ça c'est un peu lié quand même cette question, c'est intéressant de voir, c'est que ce qui est similaire avec ces deux projets, c'est que vous avez travaillé sur des structures existantes. C'est-à-dire on a transformé l'infrastructure existante, c'est ça, ouais. Bah, c'est l'intérêt, en fait, c'est l'intérêt de ces projets routiers. Quand on est sur des surfaces aussi larges que celle de la Grande Couronne à couvrir en termes de desserte, il n'y a pas de réponse possible en transport en commun lourd. Ça serait des projets trop longs et trop coûteux. On a une infrastructure, un réseau routier qui existe et qui finalement, avec peu d'aménagement, peut être transformé pour répondre complètement aux besoins d'aujourd'hui, que ce soit des besoins d'environnement ou des besoins de service. C'est ce qui en fait tout l'intérêt, parce que ça peut être les premières infrastructures de ce type, mais les premières d'une longue lignée. Et c'est pour ça que c'est intéressant et qu'on est vraiment content d'en parler, parce qu'on est convaincu que c'est le modèle de demain, que l'autoroute, c'est une chance pour les transports responsables de demain. C'est la solution des transports responsables de demain, parce que l'autoroute est évolutive et que ce type d'infrastructure peut être dupliqué partout en France, partout en Europe. C'est vraiment quelque chose qui peut... et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler aux élus locaux, parce que c'est à la demande des élus locaux que ça peut se construire, et ça peut vraiment se construire partout. Et ces élus locaux, donc, ils sont plutôt ouverts à ce type de projet? Ils sont convaincus de la pertinence de tels projets? Bah, ils sont souvent promoteurs de ce type de projet. Et ici, c'est un projet qui a été réalisé avec leur concours et qui donne toute satisfaction aux utilisateurs. Donc qui répond à un vrai enjeu. Oui, j'allais vous demander comment les habitants réagissent. Enfin, par exemple, si on prend Brie-sous-Forges, qui est un petit peu plus ancien, bon, voilà, il y a eu des réticences au début de la part des Franciliens, des habitants des villes et villages alentours, ou la mayonnaise a tout de suite pris? Bah, je vais vous répondre en vous parlant de Longvilliers. Quand Brie-sous-Forges était déjà actif, et au niveau du point d'entrée de Longvilliers, on avait déjà 80 véhicules qui étaient en stationnement sauvage. Donc ça veut dire qu'on a fait juste que répondre à un besoin ici. Et donc on a construit 155 places, une première phase, en 2012. Dès qu'on les a construites, 1 an, 2 ans après, c'était saturé, il y avait à nouveau du stationnement sauvage à côté. Donc en fait, c'est un besoin existant. Il y a un besoin de mobilité. Les parkings ne sont pas assez grands. Bon, c'est pour ça qu'on les fait grandir. Donc il y a un besoin de mobilité auquel on doit répondre. Et jusque-là, il n'y avait pas beaucoup de réponses en Grande Couronne. Donc là, on s'aperçoit que c'est une véritable alternative à la voiture privée. Ça peut inciter les automobilistes à peut-être abandonner leur voiture. Bah, quand on a une solution qui est simple, fiable, moins coûteuse et qui est responsable d'un point de vue environnemental, oui, c'est très attractif. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de se projeter un petit peu dans l'avenir, parce que pour le moment, en Île-de-France, ce sont les 2 seules gares qui existent. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours? Est-ce que ce type de gares peuvent se développer partout en Île-de-France, puisque là, nous parlons de l'Île-de-France, ou est-ce qu'il y a quand même certaines contraintes? Là, on a 3000 usagers chaque jour sur cet axe. Si on prend l'exemple de ce qui se passe à Madrid, où ce dispositif a été déployé avec beaucoup d'efficacité, il y a 56 lignes qui permettent de transporter chaque jour 300 000 usagers. Donc on est 100 fois plus fort. Donc oui, on peut densifier ce dispositif et on peut surtout imaginer de le projeter tout autour de Paris et tout autour des grandes métropoles. On a des radiales comme l'autoroute A10 autour des grandes métropoles partout en France qui peuvent être équipées de ce type de dispositif et répondre à cet enjeu de desserte de la Grande Couronne. L'Espagne, c'est vraiment le pays dont on peut s'inspirer?
Alors, l'Espagne, c'est un pays qui a choisi effectivement de davantage investir dans ces transports routiers parce que c'est des investissements, on le disait, la route est plus évolutive et permet de s'adapter plus facilement qu'en créant un réseau de RER, un réseau de train, un réseau de tramway. C'est quand même beaucoup plus facile d'adapter nos autoroutes qui sont existantes. Donc effectivement, on pourrait s'inspirer du modèle de certaines villes espagnoles pour décongestionner certaines zones périurbaines en France, avec en particulier l'utilisation de voies dédiées pour les transports en commun ou pour les voitures avec plusieurs occupants. Donc c'est aussi une réflexion qui est en cours, de façon à ne plus avoir de personnes seules dans leur voiture. Et oui, puisque c'est aussi ça le but, hein, décourager l'autosolisme. Voilà. Alors on a beaucoup parlé là, de mesures incitatives, hein, notamment ces deux gares en sont de beaux exemples. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus loin, prendre des mesures coercitives, par exemple, décourager l'autosolisme via des péages urbains? Alors, nous, on croit beaucoup à l'incitation. On pense qu'un service attractif, c'est le meilleur moyen d'emmener nos usagers, nos clients vers ces nouveaux modes de déplacement. La clé, c'est quand même de proposer aux usagers quotidiens quelque chose qui répond à leurs besoins, à leurs envies. Je ne pense pas que ce soit en les punissant qu'on arrivera à les inciter, au contraire. Vous parliez tout à l'heure de nos interrogations pour venir ici. J'ai choisi le RER et hier, j'ai passé pas mal de temps à chercher où j'allais garer ma voiture pour prendre le RER. Donc aujourd'hui, c'est pas encore suffisamment simple pour pouvoir inciter ces modes de transport. Et c'est vraiment, du coup, on sait que le transport de demain, c'est un transport durable, et donc on veut le simplifier, le rendre facile. Il faut que l'expérience client, elle soit facile et confortable. Et c'est ce qu'on arrive à faire avec des projets tels que ceux-là. Alors, ce type de dispositif, ça peut être quand même aussi une réponse aux évolutions réglementaires. Le 22 juin dernier, le Sénat a donné son feu vert pour le développement des zones à faible émission. Il y en avait jusqu'ici 4 en France. Il y en aura potentiellement 35 qui vont se développer autour de toutes les agglos de plus de 150 000 habitants. Ce type de solution permet de faciliter l'accès des usagers à ces futurs ZFE et donc de répondre aux grands enjeux qu'il y a autour du déploiement de cette nouvelle réglementation. Alors absolument. Qui est potentiellement contraignante pour eux. Voilà, et au niveau de l'environnement aussi, ça peut être un bon moyen peut-être de pouvoir respecter enfin les accords de Paris, parce que la France n'est toujours pas dans les clous. Voilà, donc ça peut aider. Enfin, ce sont des initiatives qui, bien sûr, peuvent aider, mais tout ça passe quand même par un changement de comportement qui est nécessaire. Donc, il faut aussi que les Franciliens, on le disait en début de table ronde, bon, la voiture, c'est le mode de transport privilégié. Il faut les inciter à passer à autre chose. Et je pense que ça se complémente. Vous parliez de mesures coercitives. Si on empêche certains types de véhicules de rentrer en ville, il faut bien trouver des solutions pour laisser les voitures hors de la ville. Et aujourd'hui, le Covid a presque encore amplifié ça, puisque les gens se sont tournés vers leurs véhicules personnels. Certaines personnes qui prenaient les transports en commun se sont remis à prendre leur véhicule personnel. Donc on voit bien effectivement ce problème d'utilisation du véhicule et surtout l'utilisation du véhicule seul. Ouais, justement, cette crise du Covid, c'est intéressant que vous en parliez, parce qu'on se dit, est-ce que ça ne va pas changer la donne, par exemple? Il y a presque trois quarts des Français qui ne veulent plus retourner au travail à temps plein. C'est une étude Microsoft. Hein. Ils veulent garder 1 à 2 jours de télétravail par semaine. Donc ça risque de réduire, et c'est peut-être une bonne chose, les besoins de déplacement. Aujourd'hui, je pense que c'est assez difficile de faire des projections. Entre le souhait de faire du télétravail, le souhait de recourir à la voiture individuelle, on a des phénomènes qui se contrebalancent, et donc assez difficile de déterminer comment ils se comporteront dans 5 ans ou 10 ans. Ce qu'on sait cependant, c'est que l'étalement urbain, il est plutôt en train de progresser, et donc que la problématique qu'on a de non-dessert des grandes couronnes, on doit lui adresser une réponse.
Mais cette crise du Covid, c'est un frein ou une opportunité, par exemple via le plan de relance? Voilà, Je pense que ça peut aider à développer ce type de Je pense projet. que c'est plus une opportunité, parce que les gens, avec la crise du Covid, ont vraiment la volonté d'avoir plus d'espace, d'aller loin, de se retrouver quand ils terminent leur journée de travail, de justement sortir du bus à Longvilliers et d'être au milieu de la verdure. Et je pense qu'ils aspirent vraiment à ce type de qualité de vie. Et quand ils font ce choix de qualité de vie, on peut le leur permettre seulement s'ils n'ont pas 2 heures de transport à faire le matin, 2 heures à faire le soir. Et justement, c'est ce type de solution qui leur permet finalement d'être à 1 heure du centre-ville de Paris, voire moins s'ils travaillent avant Paris. Et du coup, d'avoir une qualité de vie, de l'espace et de ne pas perdre leur temps dans les transports. Donc je pense que c'est plutôt une opportunité. Moi, je pense qu'il y a une très belle opportunité, vous parlez du plan de relance, à justement lancer tous ces grands investissements qui pourraient nous permettre d'équiper la totalité des périphéries de nos grandes métropoles et d'équiper complètement, de transformer complètement notre réseau routier pour aller vers cette autoroute bas carbone et répondre à nos gros enjeux de développement durable. Puisqu'il y a quand même toujours un objectif à tenir, hein, c'est de réduire les émissions de 60% d'ici 2050. Vous faites partie des optimistes ou des pessimistes? Alors pour le transport, ça sera même 100%, en tout cas pour le mode routier. Donc moi je fais partie des optimistes parce qu'on est déjà en train d'imaginer toutes les solutions. On en a développé quelques-unes, mais il y en a beaucoup d'autres encore. Qu'est-ce que vous avez dans les cartons? Ça m'intéresse. Ce type de dispositions, si on les développe de façon massive, on disait tout à l'heure, moins 50% par usager pour les émissions carbone. Mais après, on a tous les dispositifs associés au développement des véhicules décarbonés. Aujourd'hui, on a 1% de véhicules électriques sur le réseau en France, dans le parc. En 2030, on devrait en avoir à peu près 24-25%. Et ça va croître très très vite. Donc il faut absolument accueillir ces véhicules avec l'infrastructure adaptée. Ça veut dire mettre en place toutes les dessertes d'énergie avec les puissances nécessaires, toutes les infrastructures qui permettent de se recharger dans les meilleures conditions. Et il y a aussi tous les projets associés aux poids lourds, où là on a des enjeux sur le bio-GNV, sur l'hydrogène, et potentiellement aussi sur les poids lourds électriques, où on va avoir aussi des investissements très intéressants à réaliser. Un véritable engagement. Stéphanie, quelque chose à rajouter? Non, je pense qu'il a à peu près tout dit. Effectivement, moi aussi, je fais partie des optimistes parce que c'est vraiment notre rôle et notre travail au quotidien. On est sans arrêt en train de parler de nouveaux projets qui sont dans cette démarche de dépolluer les transports. Et donc, c'est vraiment ce qui nous anime au quotidien. Et bien sûr, on fait partie des optimistes. Écoutez, merci à tous les deux pour cette présentation. Donc, on va pouvoir passer au jeu traditionnel des questions-réponses. J'inciterai ceux qui veulent poser une question à se positionner derrière le micro, là, qui est dans l'allée. Parce que pour des raisons sanitaires, on ne peut pas passer le micro entre vous. Donc maintenant, c'est à vous. On attend, après cette belle présentation, on attend bien sûr vos questions. Une petite question sur l'accès à ces parcs multimodaux. Est-ce que derrière, vous travaillez sur la facilitation de l'accès par tout ce qui est mobilité douce, donc tout ce qui est vélo, EDPM et autres? Donc ça veut dire qu'est-ce que derrière, vous avez les belles pistes cyclables qui vont bien, qui vont permettre aux gens d'accéder à ces pôles multimodaux pour ensuite accéder à ce bus? Alors, vous faites très bien de poser la question parce qu'effectivement, c'est bien souvent une des premières volontés des autorités locales avec lesquelles on discute de façon à construire les projets. Et ils souhaitent vraiment qu'il y ait une interface entre la mobilité douce et ces parcs. Donc oui, il y a des voies dédiées au vélo pour arriver sur ces parcs. Et ensuite, c'est un travail avec les collectivités locales pour les étendre plus loin de façon à arriver sur ces parcs, de pouvoir arriver sur ces parcs en vélo. Bonsoir, vous avez évoqué le covoiturage. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Qu'est-ce que vous faites chez Vinci Autoroute pour favoriser le covoiturage sur vos réseaux? Alors le covoiturage, c'est une solution complémentaire de tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui autour du transport en commun. Sur Longvilliers, on a une large partie du parking qui est aussi utilisée pour du covoiturage. À l'échelle globale du réseau Vinci Autoroute, on a engagé une grande politique de déploiement de parking. On a 37 parkings de covoiturage et près de 3000 places qui sont aujourd'hui construites. Et on a en projet 3000 nouvelles places qui seront réalisées dans les 4 prochaines années.
On a aussi, via notre abonnement Ulysse, la possibilité d'avoir accès à des conditions privilégiées, parce qu'on a un partenariat avec Blablacar, donc quand on est covoitureur. D'autres questions sur ce nouveau mode de transport, ces nouvelles mobilités auxquelles nous sommes tous confrontés, hein. On l'a vu pour venir à Villepinte. Voilà, il y avait le choix de prendre la voiture ou de prendre les transports, et c'est finalement presque plus facile en transport. Du moins, on est sûr du temps de trajet. C'est ça qui était important. C'est ce qu'on disait, hein, la fiabilité du temps de trajet qui est quand même une demande très forte des franciliens aujourd'hui, puisque par rapport à il y a quelques années, on ne peut plus dire aujourd'hui combien de temps on va mettre pour aller d'un point A à un point B, avec ce facteur embouteillage, de plus en plus d'embouteillages. Oui, de plus en plus d'embouteillages, et du coup un temps qui peut être multiplié par 2, voire 3 finalement. Et on parle des embouteillages et on ne parle pas du temps pour trouver une place de stationnement. Donc effectivement, prendre les transports en commun, ça peut largement diminuer ce temps de trajet. Une autre question? Je me mets dans la position où j'ai une voiture électrique. Aujourd'hui, comment je localise en fait les bornes sur le réseau routier, autoroutier? Aujourd'hui, Vinci Autoroute a une application, Ulysse, qui permet de localiser l'intégralité des bornes publiques qui sont disponibles. Il y en a 33 000 en France, de connaître leur disponibilité. Cette application, elle évolue chaque jour, et d'ici la fin de l'année, elle permettra même de réaliser son acte de paiement de la recharge électrique en un clic. D'autres questions? On évoquait quand même tout à l'heure les bus toutes les 5 minutes aux heures de pointe, mais en dehors des heures de pointe? On est à peu près à un bus tous les quarts d'heure en milieu de journée. Je crois que le plus grand délai entre 2 bus dans la journée, c'est 20 minutes. Donc c'est vraiment quand même des bus réguliers, et 20 minutes, c'est vraiment, je crois que c'est pendant 1 heure dans la journée, sinon on est à peu près à un quart d'heure. Oui, il n'y a pas de creux en fait, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de période où il n'y a pas du tout de bus en fait. Non, il y a des bus vraiment toute la journée. Des questions peut-être encore? Donc aujourd'hui, vous êtes sur l'autoroute A10. Quel est le prochain autoroute en fait où sera mis en place ce moyen utile en fait de se déplacer? On est en train de travailler à peu près sur toutes les métropoles, donc j'ai envie de répondre toutes les autoroutes qui ont des radiales qui arrivent sur les métropoles. Et comment vous choisissez justement voilà, un emplacement, un lieu plutôt qu'un autre? C'est à la demande des élus ou c'est vous qui identifiez les points qui vont être stratégiques justement et les plus stratégiques possibles pour mettre en place? C'est un travail partenarial. On travaille énormément avec les collectivités locales, avec les autorités organisatrices de la mobilité, et on essaie de définir les projets les plus pertinents qui peuvent être mis en place le plus vite pour répondre aux besoins des usagers. C'est-à-dire, soit c'est un élu qui va venir vous voir, soit vous avez identifié un besoin à un endroit et vous vous dites, bah là, il y a toutes les conditions techniquement qui sont réunies, et dans ce cas-là, vous êtes force de proposition pour les élus? Oui, tout à fait. On les conseille en fait en regardant les types d'aménagements qui sont réalisables, les plus réalistes en termes de coûts, en termes de délai, et ceux qui répondent le mieux aux enjeux. C'est vraiment aux élus d'exprimer ce besoin et de le faire connaître à l'État pour que l'État nous mandate ensuite pour faire une construction de ce type-là. Donc on répond vraiment à un besoin local. C'est pour ça que je parlais vraiment de co-construction et d'échange avec les autorités locales, avec les habitants, parce qu'on vient vraiment répondre à un besoin. Ce besoin ensuite doit être... Nous, on vient... si on a une idée de solution à ce besoin, on peut venir proposer aux élus cette solution, mais on ne pourra pas la construire si on n'est pas mandaté par l'État. Donc il faut vraiment que les élus ensuite se retournent vers l'État pour faire part de leurs besoins d'une telle infrastructure chez eux. Vous avez rencontré des oppositions, je ne sais pas moi, association de riverains, etc., lors de la mise en place des différents projets? Ces projets sont très concertés et très co-construits, donc c'est des projets en général qui font l'unanimité. Très bien. Peut-être une dernière question dans la salle, je ne sais pas. On a encore 2-3 minutes si vous le souhaitez. Même pour des questions très pratiques. Hein. Alors peut-être un dernier petit mot
Un message à faire passer donc à nos élus qui nous regardent? Le message à faire passer, c'est que la route est aujourd'hui le support de la majorité des mobilités, que ça sera le cas demain, qu'on peut transformer la route pour qu'elle réponde vraiment aux enjeux de besoins de services et aux enjeux du développement durable. C'est des aménagements qui sont en général faciles à mettre en œuvre, qui sont peu coûteux, et donc il y a plein de solutions pour que la route soit le support de la mobilité de l'avenir. Voilà. Stéphanie? Je vais continuer poursuivre effectivement ce que dit Christophe. La route et l'autoroute en particulier, parce qu'on rapproche des territoires, c'est vraiment la solution de demain. Et donc, si je peux m'adresser aux élus locaux, j'ai vu pas mal de tables rondes sur les problèmes de congestion, sur les problèmes de transport, sur les problèmes d'émissions en CO2. Donc, on a des solutions, c'est notre métier, donc ne pas hésiter à nous faire connaître leurs problèmes, puisque nous, on sait proposer des solutions. Et on peut trouver ensemble justement quelque chose qui sera la solution pour ces territoires. Merci beaucoup Stéphanie Valence, merci beaucoup Christophe Hugues. Merci. Merci aussi Merci à vous, à vous, d'avoir Florence. participé, d'avoir suivi. Alors sachez que vous pouvez retrouver donc ces échanges sur Amif Live. Bien sûr, c'était diffusé en direct, mais vous aurez le replay. Et puis vous retrouvez aussi cette conférence sur le site internet de Vinci Autoroute. Merci à vous tous et très bonne soirée. Merci.